Moi, je vis pour m'amuser et continuer à rêver. Moi, je vis pour l'amour. Je vis pour rire et partager. Bienvenue dans le podcast Feu intérieur. Le podcast qui t'aide à voir la vie autrement. Feu intérieur. Ensemble, on se connecte au moment présent et à cette flamme intérieure. On ouvre le champ des possibles pour agir en conscience et se mettre en mouvement avec plaisir. Feu. Je m'appelle Julie et j'aide les personnes à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur pour se créer une vie plus alignée et plus vivante que jamais. Intérieur. Et si tu es ici, c'est sans doute que tu penses aussi qu'autre chose est possible pour toi, pour nous, pour ce monde. Je vis pour surfer des vagues. Équilibre de vie, nouveaux métiers, nouvelles organisations, rapport au corps, au sport, trouver sa place, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de la peur. Je balaye ici toutes les thématiques qui m'accompagnent pour oser faire mes propres choix chaque jour et ainsi entreprendre ma vie. Moi, je vis pour ressentir de la joie. Dans ce podcast, on parle vrai, on met parfois les deux pieds dans le plat et c'est pas grave parce que ça fait du bien et qu'on est ensemble sur ce chemin. Feu. Alors, mets tes écouteurs, ouvre ton cœur et viens te connecter pleinement à la vie. Eh bien, bonjour à chacune des personnes qui écouteront cet épisode, écouteront ou regarderont, puisque on est aussi en vidéo sur YouTube et bien sûr en audio sur toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. La totale. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode flamme à flamme. Ces épisodes, ce sont des épisodes dans lesquels j'échange avec des personnes qui vivent une vie choisie, ce que j'appelle une vie intentionnelle. Ceci, peu importe leur parcours, peu importe leur âge, peu importe leur statut ou autre. Et aujourd'hui, pour ma belle discussion, je suis avec Lucas. Et Lucas, je l'ai découvert sur LinkedIn. C'était début 2023. Je suis remontée dans les dans les archives. Je me souviens y avoir perçu quelqu'un qui souhaite vivre la vie comme une expérience. À travers notamment les voyages et les rencontres, se rencontrer soi, rencontrer l'autre, et puis ensuite pour pouvoir transmettre tous ces apprentissages autour de lui. Et c'est vrai que l'énergie m'a beaucoup plu. Il y a ce côté explorateur que j'aime bien, tant par l'aspect voyage que explorer la vie tout simplement. Et voilà, ça m'a donné envie de lui donner la parole dans ce podcast. Et ensuite, en échangeant, juste avant l'enregistrement de ce podcast, on s'est rendu compte qu'on venait tous les deux de Lille. Et comme par hasard, et il n'y a jamais de hasard dans la vie, ça c'était quand même très très drôle. Il fallait qu'on se parle, voilà. Donc Lucas, bienvenue dans Feu intérieur. Merci Julie, je suis très très content d'être là pour enregistrer ce podcast avec toi et je suis très content de pouvoir répondre à tes questions et j'espère que notre échange sera bénéfique à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. C'est certain. Comment tu te sens déjà pour commencer? Très bien, très bien, je me sens à l'aise. Encore une fois, je suis content d'être là. On a fait un petit point un petit peu avant aussi pour être sûr justement que notre discussion serait bénéfique. Donc encore une fois, je suis assez confiant de pouvoir apporter mon expérience à travers cette discussion. Hmm. Et alors, justement, je parlais juste avant pour que les personnes comprennent, puisque je parlais de toi, voilà, comme je te vois comme un explorateur. J'ai vu que tu avais fait, voilà, t'as fait plein de voyages, etc. Et juste pour que les gens puissent se rendre compte un peu de qui tu es et de tout ça, de ces voyages dont je parle. Est-ce que tu pourrais juste nous dire en quelques mots, quelques explorations que tu as faites dans ta vie jusqu'ici pour que les personnes puissent, histoire de se rendre compte en fait. Parce que moi je sais, mais les gens ne savent pas. Pardon. D'accord. Quelques exemples d'exploration. Quelles ont été finalement les explorations peut-être les plus importantes, Oui, comme tu veux. les explorations déclic. Alors, en effet, il y a pas, j'ai jamais eu une forme d'exploration. Ça s'est jamais manifesté d'une seule manière. Euh, je pense que je suis par nature curieux, tu vois. Donc, j'ai toujours voulu partir à la découverte. Donc, ça peut se manifester de différentes manières. Ça peut se manifester d'une manière très challenge sportif, par exemple, comme ça peut se manifester
une formation ou un apprentissage un petit peu voilà, dans un autre monde, une autre culture. Donc, si tu veux quoi, tu veux deux ou trois explorations comme ça que j'ai, les trucs un peu marquants que j'ai eu sur mon chemin, c'est ça? Ouais, ou juste pour que les gens puissent se rendre compte ce que j'entends par voyage. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai vu sur LinkedIn, tu vois, j'avais vu quand t'avais fait, je crois que t'as fait la Norvège, t'as fait la Suède, t'as fait quand même pas mal de pays. Enfin, je veux dire, pour des personnes, bah, moi, je me considère, enfin, tu vois, j'ai déjà voyagé dans ma vie, mais jamais autant et D'accord. voilà, c'est pour se rendre compte un peu, si tu peux donner des exemples d'endroits où tu es allé. Donc les aspects purement voyage, géographique, c'est ça? Géographique, ouais, et puis il y en a eu aussi pour vivre des expériences spéciales. Oui. Alors, ok, je l'ai parce que de toute façon le chemin est est assez précis et je suis aussi connecté aux raisons pour lesquelles je suis parti de toute façon. Mm. Donc, mon premier gros voyage, ça a été la Suède. Et justement, je suis assez content d'avoir dit juste avant que j'avais à chaque fois plusieurs raisons, ou plusieurs euh, façons d'être curieux, d'apprendre, à connaître, à explorer. Parce que mon premier gros voyage, c'est la Suède, et j'étais parti pour terminer mon master à la base, tu vois. Donc, même si ça peut paraître comme ça, pas très exotique par rapport aux autres voyages que j'ai fait après, par exemple, bah en fait, pour moi, ça a été un voyage très important parce que j'ai découvert, par exemple, de nouvelles méthodes pédagogiques. Par exemple, beaucoup plus de liberté dans la manière Mm. de vivre, d'apprendre des cours, d'avoir la relation avec le professeur, par exemple. Ça aussi, c'était quelque chose qui était une exploration pour moi parce que je venais, comme tu l'as rappelé, je venais de Lille. J'avais fait 4 ans à l'université de Lille juste avant et j'avais une relation au professeur, pas toujours apaisée d'ailleurs, mais une relation professeur qui était très descendante. Je pense comme beaucoup de gens probablement qui nous écoutent d'ailleurs. Donc ça, voilà, pour parler d'exploration, il y a eu ce genre d'exploration et ça a été vraiment, voilà, un point important pour moi de changement. Ça a été précisément, par exemple, la liberté pédagogique. Alors une autre relation au professeur de l'époque. Donc pour un peu de contexte, puisque je le précise pas, je terminais mon master. C'était un master du coup en leadership et technique entrepreneuriale. Ok. Et donc, ce que je trouve super intéressant, c'est que typiquement, il y avait beaucoup d'espaces de discussion en fait en réalité, que ce soit avec les étudiants de ma classe, donc les élèves avec qui j'étais, ou avec le professeur directement. Mais il y avait vraiment une confrontation de points de vue pour avancer en fait tous les deux, enfin ensemble sur le sujet. Donc voilà, ça paraît encore une fois pas très exotique, surtout que tu me posais la question de la géographie, mais pour moi, ça a été vraiment très très game changer pour le coup. Ok. Un deuxième voyage que j'ai fait dans la foulée de la Suède, ça a été le Mexique. Et le Mexique, tu vois, j'y suis parti pour une toute autre raison, parce que j'y suis parti pour une mission de consulting solidaire avec une ONG française, où à Ok. l'époque, l'objectif, c'était d'aider des micro-entrepreneurs. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça risque d'être un peu trop barbant pour ceux qui nous écoutent, mais l'idée, c'était vraiment, voilà, de pouvoir aider des gens qui étaient sortis du système bancaire classique et qui avaient un savoir-faire, en fait, souvent artisanal, à mettre sur le marché à vendre. Voilà, tout ça c'est une expérience que j'ai adorée parce que nous on était là de manière donc volontaire, donc notre service en gestion, en aide à la gestion était gratuite et ce qui m'a permis d'avoir un autre rapport au monde professionnel puisque jusque-là j'avais des relations plutôt transactionnelles à mes clients par exemple. Mm. Donc pareil, voilà, c'était une exploration humaine pour moi à l'époque. Donc la Suède, le Mexique, et puis allez, je vais prendre le dernier parce que même s'il y en a eu entre deux, tu les as déjà nommés. Mais le dernier voyage en date, ça a été l'Inde, du coup, et puis ça a été pour le coup vraiment la finalité de toute façon de mon exploration, puisque là, ça a été vraiment l'objectif a été l'exploration intérieure, notamment à travers la compréhension des mécanismes de l'esprit, grâce Mm. à plusieurs retraites dans des monastères et des centres bouddhistes. Mm. Chouette. Merci. Merci de nous partager ça. Et du coup, comme tu le sais, peu intérieur, c'est pour moi, voilà, c'est cette force vitale qu'on a en nous et qui vient nous faire vibrer, qui vient allumer nos désirs et ce qui fait en sorte finalement que la vie vaut la peine d'être vécue. Et j'aime bien poser cette question à mes invités, à savoir, ben, qu'est-ce qui te rend vivant, toi? Est-ce que c'est justement ces voyages? Est-ce que c'est ces explorations? Je suppose qu'il y a un lien. Qu'est-ce qui te rend vivant, Lucas? Tu me poses pas la question de la vie intentionnelle, du coup, c'est ça? C'est plutôt qu'est-ce qui me rend C'est vivant? juste après. C'est juste après? Ok.
Euh, je vais la prendre un petit peu dans les deux en même temps, si ça te dérange pas, parce Ok. que c'est une question sur laquelle j'ai pris un peu de temps de réfléchir. Pour être très honnête avec toi, le terme de vie intentionnelle, il y a encore une semaine avant que tu m'en parles, je le connaissais pas. Mhm. C'est-à-dire que du coup, tu vois, j'avais pas lu, je connaissais pas, donc je me suis un petit peu renseigné sur la question et je me suis dit voilà pour que on puisse avoir aussi une base sémantique claire et puis que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent puissent comprendre un petit peu aussi nos motivations dans cet échange et comprendre où on va aller. Je me suis dit que j'allais me poser justement sur la notion de poser une intention dans le bouddhisme, tu vois. Ok. Et Intéressant. quand on pose une intention dans le bouddhisme, on dit qu'en fait on se connecte à la raison pour laquelle on entreprend une action qu'on entreprend. Mhm. Donc finalement, si je reprends le concept en entier, tu me dis une vie intentionnelle, c'est quoi? C'est la question que j'ai reformulée, mais une vie intentionnelle, c'est quoi? Pour C'est une toi, vie ouais. dans laquelle je me connecte à la raison pour laquelle j'expérimente cette vie. Ok? Ça peut être sur une seule action, mais là, vu qu'on parle d'une vie intentionnelle, je me suis dit, c'est la raison pour laquelle j'expérimente la vie que je suis en train d'expérimenter. Dit autrement, en fait, Mhm. c'est donner du sens, en fait, à la vie que je suis en train de vivre. Sauf que quand je regarde un petit peu autour de moi, je me suis un peu creusé les méninges suite à le concept que tu m'avais balancé comme ça. J'adore justement recevoir de nouveaux concepts et un peu réfléchir et voir comment je peux me l'approprier. Et en regardant un petit peu autour de moi, je me suis dit, bah en fait, chacun a une façon différente de donner du sens à sa vie. Il y a des gens pour qui fonder une famille, ce sera justement vivre une vie intentionnelle, au sens de la définition que j'ai donnée juste avant. Il y en a pour Carrément. qui entreprendre un business, ce sera avoir une vie intentionnelle. Il y en a pour qui donner du temps pour les autres, ce sera une vie intentionnelle. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a d'universel, c'est-à-dire qui est partagé par tout le monde, par tous les êtres humains, et qui pourrait correspondre à la vie intentionnelle. Et d'après moi, puisque c'était ta question, d'après toi, d'après moi, la seule chose qu'on a tous et tout en commun, c'est la volonté de ne pas souffrir. Moi, je connais personne le matin, alors plus ou moins consciemment, mais je connais personne le matin qui se réveille et qui dit oh, j'espère qu'aujourd'hui je vais souffrir toute la journée. Et si possible, si je peux souffrir aussi toute la vie. Donc je pense qu'on a ça tous en commun. On a ça Mhm. d'universel, c'est cette volonté de ne pas souffrir. Ou dit autrement, c'est cette volonté d'être dans un état de bonheur. Donc si je reprenais un petit peu voilà l'ensemble de la vie intentionnelle, je dirais que la vie intentionnelle, c'est se connecter à la raison pour laquelle on expérimente cette vie, avec indéniablement de toute façon la direction qui pointe vers l'état de bonheur ou l'état de non-souffrance. Hmm. Merci, merci pour cette définition et pour aussi partager ta vision et la vision bouddhiste, voilà, qui est chère. Et justement, donc toi, parce que là, du coup, tu nous as parlé d'une définition de ce mot, et toi, qu'est-ce qui fait sens pour toi, du coup? Qu'est-ce qui fait sens? Là, tu parles purement en une activité, par exemple? Bah, c'est la question pourquoi tu vis en fait. Toi, dans ta vie intentionnelle à toi, avec la définition que tu as donnée avec le sens, qu'est-ce qui fait sens pour toi? Comment est-ce que tu l'expérimentes ça dans ton quotidien? D'accord. Euh, alors, dans les expériences que j'ai vécues, j'ai très vite compris que si, dans la définition que j'ai donnée, si je reprends la définition, j'ai très vite compris que si la direction c'était le bonheur ou l'état de non-souffrance, j'allais avoir du mal à faire sans les autres. J'ai Ok. vite compris que le paramètre les autres avait un impact sur mon bonheur immédiat ou à long terme, ou ma souffrance immédiate et à long terme. Donc je pense que ce qui a donné du sens au fur et à mesure de mes expériences, ça a été pour le coup de me tourner vers la notion de don. J'en ai parlé à Hmm. demi-mot un petit peu justement dans la mission solidaire au Mexique, mais pour moi, ça a été complètement changeant. Je pense que j'ai toujours cherché ça, mais il y a des périodes de vie où tu trouves précisément dans une expérience ce que tu cherchais déjà depuis longtemps, mais tu avais juste pas mis le doigt dessus. Hmm. Donc je pense que l'épisode pour moi de cette mission au Mexique m'a permis de changer le rapport que j'avais aux relations humaines, professionnelles, je parle évidemment. Et je me suis dit que un autre monde en fait était possible au sens des relations. Et je vais même aller un peu plus loin, mais à force d'introspecter justement, je me suis pas dit ça à l'époque, mais en continuant mon chemin, je me suis dit qu'en fait en réalité quand j'observais un petit peu les choses, la notion de don, c'était la fondation même de toute relation pérenne. Si on prend plein d'exemples, on peut vite se rendre compte que tous les comportements égoïstes que j'ai ne tiennent que parce qu'à un moment, il y a une fondation de confiance ou une fondation de don pur sans attendre de retour en échange.
Dit autrement, je veux dire autrement les choses, les relations transactionnelles ne peuvent exister que parce qu'il y a une fondation où il n'existe pas de relations transactionnelles. Hmm. Donc, je vais quand même répondre à ta question, je fais le lien avec ta question. Je sais pas si et ça n'a jamais été mon cas, je pense, de développer une passion comme ça. Je pense que j'ai toujours été un touche-à-tout pour le coup, peut-être qu'on y reviendra. Euh, mais si, encore une fois, voilà, il y avait encore quelque chose un peu d'universel qui donne du sens à ma vie, c'est cette notion de don et cette notion de partage avec le reste des gens avec qui je partage cette planète Terre. Hmm. Merci. Euh, et justement, j'aimerais bien que tu nous racontes, et moi je ne connais pas non plus cette partie-là de ton histoire, comment est-ce que on passe d'une vie, on va dire une vie classique, voilà, qu'on connaît tous, on grandit, etc. Voilà, on a notre famille, donc une vie lilloise pour ta part, à justement une vie faite ok, j'ai envie de, de- d'explorer, de voyager, de faire des rencontres partout dans le monde, etc. Est-ce qu'il y a Oui, eu des marqueurs comme ça de vie il y a eu un qui gros t'ont amené à marqueur, ça? Ok. un gros marqueur, très très important. Et je suis très content, tu vois, d'avoir réfléchi sur la question de la vie intentionnelle parce que ça me donne encore une fois une base de réflexion pour comprendre aussi la manière dont je vais venir sur ce point-là. Euh, le gros point qui a changé mon existence, très clairement, ça a été le fait de devenir sauveteur en mer. C'était il y a 5 ans déjà, donc j'avais Ok. 23 ans. Et si tu veux, pour moi, devenir sauveteur en mer, c'était réaliser un rêve d'enfant. Parce que quand j'étais enfant et que j'allais à la plage, je les voyais, je me disais, waouh, ils sont capables de courir pour aller sauver des gens et puis nager très vite. Bon, bref, je les voyais un peu comme un super-héros. En fait, en réalité, peu importe la raison ou la véracité de la manière dont je les voyais, ce qui comptait réellement, c'est que, si tu veux, à ce moment-là, je me suis projeté en tant qu'enfant et je me dis, qu'est-ce que ce serait génial de devenir sauveteur en mer quand je serai adulte. Et donc, à un moment de ma vie, justement, comme tu l'as si bien dit, à un moment de ma vie où j'étais dans une vie un peu classique, un peu voilà, où je me laisse porter par des événements, euh, finalement, j'ai eu l'opportunité, après 1 an d'entraînement quand même, les diplômes passés, etc., de pouvoir faire une saison de 2 mois à Montalivet, qui en plus est ce qu'on appelle un code dangereuse chez les sauveteurs en mer. Donc, la chance de pouvoir réaliser une saison dans une plage où il y a beaucoup d'interventions, et donc à ce moment-là, précisément, de réaliser ce rêve d'enfant. Hmm. Ok. Et donc, sauveteur en mer, c'était ton rêve d'enfant. Tu t'étais dit, moi, quand je serai plus grand, je veux Et c'est faire ça. tout à fait ça, tout à fait ça. Quand je serai plus grand, je rêve, en fait, je fais le souhait de faire ça. Et si je trace une espèce de ligne, un peu, tu sais, une ligne un peu d'Ariane, passé, présent, futur. En fait, en réalité, ce que j'ai fait par rapport à la définition que je donnais de donner du sens ou avoir une vie intentionnelle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté dans le présent, donc actualisé, un passé dans lequel j'avais projeté un désir de me réaliser, pour le coup. Et donc, en faisant ça, j'ai donné du sens à tout mon cheminement. Puisque je me suis connecté, je pourrais le dire un peu comme ça, mais je me suis connecté à l'enfant intérieur, en fait, en réalité, à ce moment-là. Donc, Hmm. j'ai tracé un lien entre passé, présent, et à ce moment-là, c'est pour ça que je parle de déclic, il y a eu une direction pour le futur. Et le déclic, il a eu lieu, du coup, quand tu as fait cette expérience. Cette expérience, et je pense même, c'est même tout un processus, c'est-à-dire que ça a été les 1 an de formation, ça a été le fait de me dire, de m'accomplir aussi en tant que sauveteur en mer, de dire, ouais, j'obtiens les diplômes, je suis capable. Ça reste quand même 1 an d'entraînement assez intensif. Les diplômes, il faut passer des examens, etc. Donc à l'époque, vraiment, je m'étais dit, ok, il va falloir que je me dépasse aussi à titre personnel pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Donc je pense que c'est un mélange d'accomplissement, où il y a probablement un peu de fierté aussi là-dedans, mais c'est un mélange, voilà, un espèce de panel d'émotions comme ça, qui fait que, encore une fois, je résous un peu l'équation, ou plutôt l'inéquation d'ailleurs, de ce cheminement, en disant, bah, j'ai fait ce que t'attendais, tu vois. Il y a un petit high five Hmm. comme ça avec l'enfant, et puis j'ai fait ce que t'attendais, et puis ça donne une direction, encore une fois, beaucoup plus claire. Après, il y a des éléments, je sais pas si c'est ta question, si c'est le sens de ta question, mais évidemment, il y a des éléments très précis qui m'ont permis aussi d'avancer sur ce sujet. Par exemple, moi, j'avais vraiment vécu cette mission de sauveteur en mer comme déjà un entraînement au don, à l'altruisme. Parce qu'en fait, quand t'es sauveteur en mer, t'es en permanence en train de surveiller, voire sauver la vie de quelqu'un dans les situations d'intervention.
Donc moi, je l'ai vécu comme un don permanent, c'est-à-dire que peu importe la situation, je mettrai toute l'énergie que j'ai pour faire le mieux possible dans cette situation. C'est un peu la politique chez les sauveteurs en mer, c'est je fais du mieux que je peux pour sauver une personne en détresse. Hmm. Donc, j'ai un peu douté. Encore une fois, c'est pas très clair, on n'est pas sur une investigation parfaite de ce qu'est l'altruisme, le don, etc. Mais il y a eu une espèce de petite, tu vois, une petite saveur de dire ah ok, je peux avoir aussi un rapport différent à mon environnement. Hmm. Ok. Et ça, du coup, cette expérience-là, c'est ce qui t'a donné envie de le voyage? Alors, je sais pas si ça m'a donné envie du voyage en soi, mais ce qui s'est passé juste après ma saison près de Bordeaux, c'est j'ai décidé de partir en Suède, tu vois. Donc Ok. l'événement Suède, finir mon master en Suède, ça a été juste après ça. Donc je me suis dit en fait, je pense que je peux vivre une autre vie que la vie que j'avais avant, c'est-à-dire faire mes études, machin, etc. Et je me suis dit bah non, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de découvrir. J'ai eu aussi des exemples de personnes qui étaient sauveteurs en mer par exemple et puis qui travaillaient 5 mois de l'année et puis 7 mois le reste de l'année ils voyageaient par exemple. Tu vois. Donc, je Hmm. pense que ça a aussi été des exemples de personnes qui m'ont montré je peux avoir une vie très correcte sans pour autant commencer à planifier. Oh, il me faut ça sur mon compte en banque, il faut, il faut que j'achète ci, il faut que j'achète ça, il faut que ceci, il faut que cela. Ce qui était peut-être plus ou moins d'ailleurs inconsciemment la voie que je visais à un moment donné. Hmm. Ouais, ça t'a parlé en tout cas, ça, il y a quelque chose qui a résonné dans cette façon-là de voir la vie et de l'expérimenter, quoi. Oui. Il y a la chose que je me suis dite, c'est ma vie peut être beaucoup plus simple. Je peux aussi Ok. être un peu agile avec les conditions de ma vie et elle peut être bien simplifiée. Quoi. Je suis pas Euh, encore une fois, voilà, j'ai vu des exemples de personnes pour lesquelles c'était vraiment le cas, et puis je me suis dit, ok, quelque part, c'est possible, quoi. Hmm. C'est intéressant ce, ce, cette appétence pour justement bah, le sauvetage en mer. Je trouve il y a un côté très aventurier aussi, tu vois, dans ce job. Enfin, clairement, c'est et finalement qu'on retrouve après dans la suite à chaque fois dans la suite de ton chemin. Je trouve tu te considères comme un aventurier? Euh, je pense plus maintenant. Je pense que Ok. ça a été le cas pendant un petit moment, mais je pense moins maintenant. Aussi parce que, alors je sais pas, peut-être qu'on en parlera aussi après, mais je pense que à partir de ce moment-là, j'ai commencé justement à chercher. Tu vois, je fais le lien encore avec la définition. Pour rappel, j'ai connecté et j'ai une direction qui me dit, voilà, je peux vivre une vie où je suis peut-être un peu plus heureux, quoi. Donc, Hmm. ça m'a donné une direction et à partir de ce moment-là, je me suis dit, parce que voilà, j'étais au point aussi où j'en étais dans mes recherches, dans mes explorations, dans mes aventures, où est-ce que je vais trouver le bonheur? C'est la question qu'on se pose tous, non? Donc, où est-ce que je vais le trouver? Dans quoi? Est-ce que faut que je sois sauveteur en mer? Est-ce qu'il faut que je crée une association? Peut-être qu'on y reviendra aussi. Est-ce qu'il faut que je sois entrepreneur? Est-ce qu'il faut que je sois consultant? Est-ce qu'il faut que Hmm. je fasse des expéditions? Bref, tout répond à la question, au fond, est-ce que c'est ça le bonheur ou est-ce que c'est ça la non-souffrance? Hmm. Et c'est tu dirais que en fait c'est ce que t'explores depuis ce temps en fait. Oui, Ouais. j'ai aucune hésitation, oui. Et c'est pour ça que je disais, il y a pas une manifestation de le faire. Ouais. C'était important pour moi, on en avait parlé aussi avant justement cette discussion. C'est important de bien comprendre. Il n'y a pas une manière, il n'y a pas un contrat qui correspond à l'exploration de la vie. Il n'y a pas une façon de faire ou des choses incompatibles avec l'exploration de la vie. Hmm. Chacun a besoin de choses différentes. Pour moi, pour le coup, ça a été aussi parfois partir à des endroits géographiques dans des cultures complètement différentes. Mais j'ai vraiment conscience pour avoir des gens aussi autour de moi qui ont cette capacité de trouver la voie du milieu, comme on dit dans le bouddhisme, beaucoup plus facilement que moi finalement, en vivant des choses beaucoup moins euh, voilà, farfelues ou, ouais, avec ce besoin d'aventure, quoi. Hmm. C'est très intéressant. Merci de nous partager ça et merci de le redire aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je partage aussi, qu'il n'y a pas une seule, tu vois, une seule voix. C'est pour ça qu'aussi, tu vois, dans ce genre dans mon podcast et dans ces épisodes en duo, mon idée, par exemple, c'est pas du tout d'interviewer
que des personnes qui ont fait une reconversion professionnelle ou que des personnes qui sont entrepreneurs. Parce qu'en fait, pour moi, entreprendre sa vie, donc être responsable de sa vie et prendre sa vie en main et lui donner du sens, euh, effectivement, tu peux le faire de milliers de façons différentes et surtout, le plus important, te correspondre. Et ça me tient vraiment à cœur que, voilà, le côté vivre en fonction de sa propre vérité demande finalement aussi beaucoup d'exploration de soi, de qui je suis, quoi. Parce que si tu sais pas qui tu es, ce qui te fait vibrer, etc., comment tu peux te dire, moi, ma vérité, voilà, j'ai envie de vivre de telle manière, ça me correspond. Mais finalement, le chemin, il est plus intérieur, je pense, en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, et Ouais, c'est pour ça que je dirais pas un mot de trop concernant ma vérité, puisqu'elle n'est que ma vérité, elle n'est que mon ouais. cheminement. Je suis très content d'avoir compris aussi que mon déclic était vraiment très personnel, parce que il fallait bien une histoire personnelle dans mon enfance pour qu'il y ait un déclic dans mon histoire d'adulte. Donc encore une fois, cette façon de faire ne conviendrait pas à un autre individu. Hmm, hmm. Et tu vois, non, j'ai une autre question d'abord. Est-ce que, euh, est-ce que tu t'es... Attends, je vais montrer la photo de toi parce que tu m'as envoyé une photo de toi. Ah ouais, c'est maintenant. Voilà, j'ai envie Et de la maintenant la photo. montrer, j'ai envie de la partager maintenant. Donc là, pour toutes les personnes qui nous écoutent, donc je suis en train de partager une photo de Lucas, petit. Voilà, petit Lucas. Si vous voulez la voir, vous pouvez aller voir l'épisode du coup sur YouTube directement. Donc petit Lucas qui court dans dans l'herbe. Euh, et en fait, je me posais la question, et en te mettant face à cette photo, ça a encore plus de sens. Est-ce que tu, tu sens que depuis petit, est-ce que tu t'es toujours posé des questions comme ça sur la vie, ouais, sur la vie, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, tout à fait. Ok, Très honnêtement, oui. Sache que quand tu m'as demandé est-ce que tu pourrais me donner une photo de toi, j'ai demandé un petit peu autour de moi, donc à ma famille. Je pense que les ok. gens qui sont autour de soi, ils nous connaissent aussi dans ce cheminement, c'est-à-dire qu'ils ont une image un peu globale de comment on chemine aussi. Hmm, Et donc j'ai demandé à ma famille quelle image correspond le plus. J'avais plusieurs images de moi enfant. Euh, et ils m'ont dit, celle-là, elle correspond tout à fait. Parce que justement, il y a une notion de curiosité. Ça, c'est un truc que mon papa, pour le coup, m'a répété toute ma vie en tant qu'enfant. Vraiment une curiosité permanente de comprendre, tu vois. Jusqu'à un certain âge, ça a très vite déchanté à partir du lycée, collège-lycée, parce que ça m'a désintéressé. Mais jusqu'à un certain âge, par exemple, j'étais passionné de comprendre les phénomènes scientifiques, tu vois. Et en tant ok, qu'enfant, quoi, vraiment, j'étais ouais, vraiment, je voulais comprendre, tu sais, le petit passage que chaque enfant a de la question pourquoi. Je veux dire, moi, mon père me rappelle toujours qu'elle a duré toute une période, quoi. Donc, je pense qu'il y avait déjà une énorme appétence à poser cette question pourquoi, comprendre, sans arrêt comprendre. Donc, une quête permanente, une exploration. Et je crois que ce qui me définit aussi très bien, et c'est pour ça que ça a du sens aussi avec la définition que j'en ai donnée, c'est cette volonté d'être heureux. J'ai eu la chance, pour le coup, d'avoir une vie, et je suis très très reconnaissant de ça, d'avoir une vie dans laquelle j'ai été très entouré, très heureux, très insouciant en tant qu'enfant aussi. Et pour le coup, pour moi, le bonheur a toujours été a toujours eu une part prépondérante dans mon chemin. hmm. Et je crois que ça se voit sur cette photo. Ouais, carrément, carrément. Et tu aurais envie de lui dire quoi là à ce petit Lucas que tu vois en sachant tout ce qui s'est passé dans ta vie et voilà par rapport à là où tu es aujourd'hui. Là, du coup, aujourd'hui, maintenant, alors il y a 5 ans, Ouais, je lui dirais, on s'est enfin retrouvés, très clairement. ok. Euh, Avec et l'expérience de aujourd'hui, sauvetage en mer. avec ce Ouais. déclic-là, avec cette expérience-là. Et aujourd'hui, indéniablement, il est à côté de moi tout le temps, donc on se parle en permanence. Ouais, c'est un lien que tu gardes au quotidien et qui fait partie pour toi enfin, c'est normal, quoi. Genre, tu te dis, moi, ce que je veux, c'est, comment, toujours être en lien avec cet enfant qui est là et, Je pense ne que je pas me dis plutôt, l'oublier. c'est ça. Je pense que c'est presque devenu une espèce de seconde nature, c'est-à-dire que si
à un moment donné, j'arrive à un point de bascule, par exemple, dans ma vie où je sais, parce il y a des indices, hein, quand même, où l'esprit était très perturbé, je me mets beaucoup en colère, je suis triste, ou ce genre de choses. Bah, dans ces moments-là, je me dis, oula, là, j'ai déconnecté de cet enfant-là, pour le coup, tu vois. Hmm. Je pense que ça se fait plutôt dans ces moments-là. C'est pas une volonté pour moi tout le temps de me dire, il est là, faut que je me reconnecte. Je le sens en permanence à côté de moi. Et dans les moments où il y a des moments, voilà, de passion triste, je pourrais dire ça comme ça. Là, je sais que on a coupé le lien à ce moment-là. Ok. Et du coup, dans ces moments-là, j'en parle parce que je pense que ça peut être intéressant pour voilà, pour les personnes qui nous écoutent. Et moi, j'ai aussi un lien avec ma petite fille. Et qui est pour moi vraiment moi, c'est ma connexion à ma joie. Tu vois, c'est pas oublier, tu vois, ce qui me fait, c'est comme toi, courir dans l'herbe. Moi, c'est plus le sable, mon élément, voilà, le sable avec l'eau et tout. Et comment tu t'y connectes, du coup, ouais, dans ta vie de tous les jours? Tu parlais d'émotions, justement. Oui. Bah, les émotions, c'est des super indicateurs, hein, pour savoir. Je veux dire, alors peut-être que on viendra après sur les méthodes ou les techniques bouddhistes que j'ai pu investiguer aussi dans mon expérience en Inde, mais les émotions en soi sont des indicateurs de notre état euh, d'esprit, c'est-à-dire l'état dans lequel se trouve l'esprit. Est-ce qu'il est perturbé ou est-ce qu'il est dans son état naturel, assez stable, assez serein? Hmm. Donc encore une fois, voilà, dans les moments où je sais que mon esprit est très instable, a priori, je suis pas en train de connecter le sens de ce que je suis en train de faire. Ouais. Je suis pas, franchement, le mot joie me convient pas mal. Je suis pas du coup connecté à cette joie d'enfant, pour laquelle la vie est beaucoup plus simple, pour laquelle la vie est voilà, le bonheur ou la Hmm. souffrance. C'est assez binaire dans ces moments-là. Hmm. J'aime bien quand tu dis la vie simple. T'en as parlé au début, en mode, mais quand tu t'es dit, mais je pense que ma vie peut être beaucoup plus, beaucoup plus facile et effectivement, ouais, c'est vrai que c'est ça quand t'es enfant, en fait. Quand t'es enfant, la vie te paraît tellement plus facile. En fait, tu te fais pas des nœuds au cerveau, tu vois, comme comme tu peux Oui. faire dans ta vie adulte et hmm. Ouais, c'est intéressant de cette partie-là. Ok, ok. Et merci aussi de nous partager, tu vois, que tu t'es toujours posé des questions comme ça dans ta vie et sur la vie de manière générale. Je pense qu'on est beaucoup euh, aujourd'hui tu vois, nos générations, parce que toi et moi, on a à peu près le même âge, euh, à se poser ces questions-là. En fait, mais à se rendre compte, en fait, toutes les personnes à qui je parle aujourd'hui qui aspirent, voilà, à vivre bah, cette vie intentionnelle ou qui sont déjà dans voilà, entrées sur ce chemin-là, de sens et de choix aussi pour soi. Moi, c'est comme ça que je le vois aussi dans ma définition de la vie intentionnelle. Je choisis en permanence, bah, en fonction de qui je suis et de ma vérité, tu vois. Et ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront parce que bah, moi-même, déjà, je me reconnais. Oui, moi aussi, je me suis toujours posé des questions comme ça. Et pas que pendant la période du pourquoi, effectivement, qu'on a tous pendant l'enfance. Mais c'est vrai que... Et puis, des fois, enfin, moi, je me suis déjà sentie, je vais parler en jeu parce que c'est moi, mais un peu, tu sais, un peu ovni, quoi. Un peu, mais je comprends pas pourquoi les gens, bon, bah, ils se posent pas ce genre de questions, ok. Tu vois, où tu veux avoir des discussions, et ça m'arrive encore aujourd'hui, hein, où tu sens, voilà, que tu veux avoir certaines discussions. Pour moi, par exemple, entrer en profondeur sur des ressentis, ou tu vois, connaître la personne, euh, la surface ne m'intéresse pas, tu vois, enfin, c'est cool, 5 minutes. Après, j'aime entrer dans voilà et je me pose toujours des questions et comme toi j'aime comprendre mais moi j'aime comprendre les gens en fait j'aime comprendre et ça a toujours été mon cas et c'est vrai que parfois je me pose des questions et j'ai l'impression que bah, qu'il y a des gens
je me dis, bon, bah, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas grave. C'est certain. Il y a un truc qui m'a, ça me fait beaucoup, enfin, ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser aussi à l'état d'esprit que j'ai eu pendant assez longtemps, qui était assez bloquant et qui explique aussi parfois les explorations un petit peu extrêmes que j'ai pu faire. J'avais beaucoup cette sensation aussi. Et il y a une personne qui m'a dit, c'est une personne qui n'a rien à voir, tu vois, avec ces discussions-là, etc. Enfin, en tout cas, d'apparence, que je pensais, et qui m'a dit, mais Lucas, parfois, t'as pas conscience, mais il y a des gens qui sont déjà sur le chemin. Encore une fois, Ah oui, ils sont pas sur le complètement. même chemin que toi, ils utilisent pas les mêmes mots pour dire ce que toi tu dis, mais ils sont sur le chemin aussi. Et en fait, en réalité, j'ai compris à ce moment-là que c'était le cas, c'est-à-dire que il y a toujours une part de personnes dont on n'avait pas juste l'attention posée dessus parce qu'on était concentré sur, ah, mais lui, il avance pas, il chemine pas, la société, elle va pas assez vite, par exemple. Hmm. Mais en fait, en réalité, il y a une énorme partie de la population, si les gens qui nous écoutent nous écouteront, j'imagine, pour cette motivation-là, Ouais. qui précisément sont en train de cheminer. Et c'est un truc qui a beaucoup changé là, notamment ces derniers mois pour moi. Mais je me suis dit plutôt qu'essayer de convaincre des gens avec qui finalement j'ai très peu cette connexion de feu intérieur, je préfère largement investir de mon temps et de mon énergie avec ceux qui sont en train de cheminer. Carrément, carrément. Et merci de le rappeler. Je pense que ça va résonner aussi dans, voilà, dans les oreilles et le cœur de pas mal de personnes. Ouais. Et tu sais, quand on s'est parlé euh, avant d'enregistrer cet épisode, il y a quelque chose que tu as dit qui m'a marqué. C'est cette que tu étais que voilà les explorations que tu fais que à la base tu étais allé pour rechercher des choses avec une Mhm. recherche en tout cas et que maintenant tu comprends que en fait tu entres dans le chemin. Mhm. Et je voudrais revenir dessus parce que moi ça m'a fait penser à la notion de euh, recherche de résultats, tu vois, voilà, une finalité versus vivre le chemin. Et je trouve que c'est un sujet hyper intéressant et dans le sens où même peu importe que tu sois entrepreneur ou pas, mais je sais que dans l'entrepreneuriat, tu vois, c'est quand même assez euh, je vois euh, beaucoup de choses autour du résultat ou enfin même dans le monde du travail de manière générale et même à l'école, on est beaucoup autour de ça, du le résultat et et j'essaye pour moi, tu vois, vraiment chaque jour de me connecter au chemin et j'ai discuté de ça avec une personne que j'ai rencontrée hier justement, qui a ouvert une maison créative ici en Guadeloupe et qui est entrepreneur du coup et, euh, et je lui disais mais en fait si j'avais envie de faire X milliers de chiffres d'affaires, je l'aurais déjà fait. Mais moi ce que je veux c'est que en fait que ma vie elle soit enfin que je mette en place que ce soit durable tu vois et que moi-même ma propre santé soit ma priorité euh, comment moi ma vie mes choix qui je suis mon équilibre etc et c'est ça que en fait que je construis que je façonne que j'apprends à, à comprendre chaque jour qui fait que en étant ben pleinement, de plus en plus pleinement qui je suis, ben, que je peux faire des choses en étant pleinement qui je suis et du coup avoir un résultat qui sera juste la conséquence en fait de tout ça et non plus le but recherché. Euh, et je voulais qu'on revienne là-dessus et là je t'ai partagé ben ce en quoi ça a résonné pour moi à l'heure actuelle, tu vois, c'est quand tu m'as partagé ça toi. Et toi, où est-ce que tu en es là-dessus? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça, de rechercher au départ, voilà, au départ plutôt je recherche des choses et aujourd'hui entrer dans le chemin. Ok. Du coup, pour moi, il y a deux sujets. Au sens où je le comprends, il y a le sujet de je recherche et j'entre sur le chemin, et il y a le sujet de la notion de processus et de résultat, Mm. qui est en effet très important parce que c'est bloquant mentalement pour la plupart des gens. En fait, moi j'ai fait Je vais le lien répondre. spontanément entre les deux, mais peut-être que tu as autre chose à.
Ouais, je vais le diviser en deux parties, Ok. plus simple pour moi aussi dans les mots que je veux transmettre. Euh, Là, pour moi, tout processus de résultat, de processus vers résultat, tout processus de résultat, et n'est juste qu'une relation, pardon, de cause à effet. Mm. Mm. Donc, pour avoir un résultat, il faut agir sur la cause et non pas sur le phénomène résultat, le phénomène conséquence, pardon. Or, c'est le problème dans lequel se trouvent beaucoup de personnes. C'est une course permanente au résultat. Ouais. À la fin, d'ailleurs, ils savent même plus quel résultat et de quel résultat il est question. Ils savent même plus la direction qu'ils prenaient réellement. Et ils font un résultat, ils font un résultat, ils font un résultat. Ce qui n'a aucun sens parce que d'un point de vue justement de la loi causale, c'est 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 défier la loi de la nature de vouloir un résultat sans passer par le processus. C'est purement scientifique. Donc pour le coup, je me rattacherai à ça, pas pour aller plus loin, parce qu'encore une fois, c'est plus, je veux dire, je pense que typiquement, tu vois, genre même sur mon chemin personnel, la notion de résultat a été très peu présente. T'as réussi à te Ou en tout cas, détacher un de ça? résultat très vite, très très vite, je pense, parce que à partir du moment où je suis devenu software, tu vois, encore une fois, je reviens sur le déclic, Mm. mais pour moi, à partir du moment où je suis devenu software, je pense que j'ai compris que mon résultat ne serait que la conséquence du processus que j'étais en train de vivre, c'est-à-dire sa cause en réalité. Donc sur le résultat, encore une fois, c'est ça. C'est un point qui est important pour moi aussi quand même parce que typiquement ça je l'ai pas dit, mais j'ai eu une année où j'ai conseillé des entrepreneurs, enfin, même plusieurs années. Il y a eu 2 années de conseil aux entreprises et une année aussi de conseil pour des étudiants qui avaient un projet et donc qui devenaient étudiants entrepreneurs. Et Ok. c'est un peu ce que j'essaie de leur expliquer précisément, tu vois. C'est-à-dire que plutôt de courir en permanence après des résultats qui n'avaient plus aucun sens du point de vue de ce qu'ils avaient commencé à entreprendre, c'était plutôt d'incarner le processus, ou plutôt de chercher à être la cause de ce résultat. Le résultat, Mm. il viendra ou il viendra pas. Je pense que ma quête personnelle, pour faire le lien avec ce que tu disais avant, c'est-à-dire je commence par explorer et ensuite j'entre sur le chemin, elle était tout de suite ciblée sur c'est quoi le bonheur, c'est quoi la souffrance, en réalité. Donc je suis passé un peu naturellement d'un explorateur qui cherche le bonheur à l'extérieur, à travers des objets extérieurs, sur un explorateur des mécanismes de l'esprit, parce que j'ai compris que d'une manière ou d'une autre, que je le voulais ou non, je faisais l'expérience de la vie, donc des objets extérieurs, par mon esprit. Donc à un moment, je me suis dit, bah va falloir que j'y passe quoi. Si je dis, oh non, je fais ce que je veux quand je veux, et puis je fais pas très attention finalement au processus intérieur, bon bah je vais tourner pendant longtemps comme ça en rond, à essayer de comprendre et chercher un inchangé, un invariant. Dans le bouddhisme, on dit que tout est impermanence, notamment dans le karma extérieur, c'est-à-dire genre tous les événements sont changeants en permanence. Euh, le fait que nous on les voit comme phénomènes inchangés ne les rend pas pour autant moins changeants. C'est pas parce qu'on a Mm. cette perception-là que du coup, c'est le cas. Euh, donc voilà sur ce point-là, je pense qu'il m'a fallu mon lot personnel de quêtes extérieures pour arriver à ce gros bloc finalement de me dire bon bah il va falloir que je travaille le cœur du problème qui est de toute façon la manière dont moi j'appréhende le monde extérieur. Mm. Et justement, le fameux bonheur, pour toi, ça a jamais été donc un résultat. C'est un résultat. Le bonheur, c'est un résultat. Ok, Et c'est le résultat de la cause, cessation de la souffrance. ok. On dit, pour le coup, là, enfin, je vais utiliser vraiment des mots très précis et me référer à pour le coup, les enseignements que j'ai reçus. Mais le bonheur, c'est l'état naturel de l'esprit. La quiétude, dit autrement. Donc, Mm. c'est-à-dire que la souffrance, c'est juste une perturbation de l'état naturel de l'esprit. Donc, on trouve un phénomène dans le contraire, justement, de Ouais. son contraire. Donc, à savoir, le bonheur, c'est la non-souffrance, en fait. Mm. Qu'est-ce que la non-souffrance? C'est là où on investigue. Ok, Qu'est-ce qui est la cause de des afflictions qui perturbent l'état naturel de mon esprit? ok. Et c'est ce que tu es allé chercher, toi. Et c'est tout à fait ce que je suis allé chercher. Ça faisait un bout de temps déjà que je savais que je voulais, enfin je voulais me diriger vers ça. Je pense que je me sentais pas prêt jusqu'à un certain point.
Tu vois, il m'a fallu justement, on va dire, je vais le dire grossièrement parce que c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que j'ai adoré aussi les explorations que j'ai fait, mais il m'a fallu tourner un peu autour du pot, tu vois, pendant un certain temps pour me dire, bon, il va falloir que maintenant je m'affronte au bloc de ce qui est le cœur du problème. Et donc, en effet, c'est passé par, oh, bah, je vais aller au Costa Rica, oh, bah, je vais aller en Norvège pour me dépasser physiquement. Et voilà. Et c'est aussi des expériences, de toute façon, qui apportent leur lot d'effets d'apprentissage, hein. Le but, c'est pas de dire, il y a une bonne manière de faire, une mauvaise manière de faire. Rien n'est opposé, de toute façon. Euh, je dirais même que dans le bouddhisme, il y a ce qu'on appelle, il y a un monisme entre le corps et l'esprit. Donc, le corps et l'esprit, c'est la même chose. Donc, encore une fois, c'est des expériences qui m'ont apporté un lot extraordinaire d'effets d'apprentissage. Pour autant, je pense qu'il manquait un paramètre qui était la compréhension vraiment des mécanismes de mon esprit. Par exemple, la colère, c'est quoi? Si je comprends pas le mécanisme de la colère dans mon esprit, je vais pas pouvoir combattre cette affliction, entre guillemets. Ouais, Je vais ouais. pas, au sens où je vais toujours être sous l'emprise de cette affliction, parce que je vais pas la comprendre en tant que mécanisme, tu vois. Ok. Donc j'avais beau dire ok, je vais en Norvège et puis je fais ce trek magnifique, extraordinaire. Au moment où à un moment donné, je pourrais dire les conditions de l'existence changent. Pour moi, ça pouvait être par exemple bon bah un retour à l'île pour X ou Y raison d'ailleurs, et bah tout de suite insatisfaction de nouveau parce que je ne suis Hmm. plus dans cette nouveauté, dans ce truc, dans ce machin. Donc encore une fois, je pense que ça a été vraiment le chemin pour moi, c'est de me dire jusque où j'ai besoin d'aller dans cette quête aussi de nouveauté pour pouvoir m'attaquer encore une fois au gros du problème. C'est pour ça la question que tu m'as posée, est-ce que tu es un aventurier? Au sens conventionnel, je dirais que plus maintenant. Hmm. Mais c'est ce que j'observe, et c'est ça que je trouve intéressant, et c'est les messages aussi que j'essaie de faire passer, c'est que, en fait, en vivant tes expériences, comme celle que tu viens de raconter, le trek, etc., c'est dans ces moments-là que tu peux euh, t'observer, en fait, t'observer et comprendre ce qui se passe à un moment où, comme tu le disais, bon, bah là, oui, ça se passe pas comme je veux, qu'est-ce qui se passe en moi, etc. Oui, Et ça, je trouve... c'est dans ce sens-là que j'entendais. Ouais, vas-y. Pardon, vas-y. J'allais dire moi, c'est dans ce sens-là vraiment que je me suis dit, ça m'a apporté son lot d'apprentissage parce que dans tous les cas, je posais mon attention à chaque fois sur, ok, qu'est-ce que cette cause, notamment extérieure, apporte comme conséquence sur mon état d'esprit, par exemple. Tu vois. Dit autrement, je vais parler de la Norvège. Quand je fais face au froid, comment mon esprit réagit à cette contrainte, tu vois. Mm. C'était le genre de choses, c'est le genre d'effet d'apprentissage très intéressant, puisque ça peut te pousser à te dire, il peut y avoir des conditions changeantes, extrêmes, etc. Et par exemple, qui ne perturbent pas mon esprit. Pourquoi? Comment expliquer ça? En fait, c'est juste un moyen, à mes yeux en tout cas, c'est juste un moyen de comprendre en permanence que l'élément extérieur est un élément extérieur et qui sera changeant quoi qu'il arrive en permanence. Et que l'esprit est un espèce de traducteur de cet élément, cet indicateur. Et encore une fois, ça peut être parfois c'est des prises de conscience plus bêtes encore. C'est pour ça que je dis on n'a pas besoin de vivre des explorations ou des choses à l'autre bout de la planète pour le comprendre, mais c'est des choses du style ce qui m'apportait de la souffrance, un objet qui m'apportait de la souffrance à un temps T-1 m'apporte du bonheur à un temps T+1. Comment ça se fait? Ça veut donc dire qu'il n'y a pas un invariant chez cet objet qui m'apporte soit de la souffrance, soit du bonheur. Il est Mm. parfois source de bonheur, parfois source de souffrance. Ouais, c'est trop intéressant. C'est vraiment en lien avec ben ouais ce que je fais pour moi et ce que je partage ou ben, j'essaye de montrer quand même le plus possible que en fait les mécanismes justement qui se jouent et que c'est OK en fait que ça se joue. C'est-à-dire que plutôt que de fuir par exemple parce que c'est inconfortable, tu vois, de ressentir certaines choses. Bah, tout simplement c'est ok. En fait, c'est là et c'est fait pour. Ben, moi, je le prends comme ok. Bon, ben, on va se poser la question. Nous allons donc être honnêtes avec nous-mêmes et, et bonjour. Et ça, pour moi, ça fait vraiment partie de ce que j'appelle la vie intentionnelle. Donc, et c'est une vie aussi en conscience, tu vois. Euh,
Moi, je mets ce mot-là aussi derrière, c'est-à-dire être conscient de ce qui se joue en soi, en fait, à chaque instant. Et puis, il faut le dire, enfin, c'est parce que c'est par là que je parle d'apprentissage, et c'est ça, en fait. Je te rejoins complètement. C'est là que tu apprends, c'est là que tu évolues le plus, c'est dans ces moments-là. Est-ce que tu as Complètement. t'as des exemples comme ça? C'est intéressant Là, tu parlais du trek. Mhm. Euh, Est-ce qu'il y a un exemple comme ça qui te vient en tête ou un apprentissage, tu vois, lié à une expérience que tu as vécue? Hum, Donc, une expérience qui a été objet un jour de satisfaction, par exemple, et un jour d'insatisfaction, Par qui a changé, exemple, c'est ouais. ça? Ouais, ouais. Hum, Je pense que, ouais, le premier qui me vient, c'est probablement ma plus grosse affliction. C'est là où j'en suis arrivé dans mes introspections. C'est la fierté, je crois. Ok, C'est-à-dire que toujours ce rapport aussi au regard des autres, évidemment, mais au fait de recevoir des louanges, tu sais. ok. Recevoir des louanges, recevoir voilà des mots bénéfiques à l'image en réalité que j'ai de moi et que je veux transmettre aux autres. Donc je pense que pour moi ça a été un gros morceau auquel m'attaquer aussi typiquement et il m'a fallu un nombre d'expériences répétées pour me dire typiquement un jour cette louange là elle m'apporte et l'autre jour cette louange là ne m'apporte pas, c'est-à-dire que elle apporte pas le bénéfice souhaité. Euh, je réfléchis si j'ai un exemple type, mais ça c'est quelque chose qu'on peut voir souvent, j'imagine, dans les relations amoureuses, par exemple, dans les relations sentimentales. Ce qui est source à un moment d'attachement devient source d'aversion. On dit souvent, on dit ça, ce qui est source d'attachement à un moment T devient une source d'aversion. Donc à un moment donné, on aime trop la personne, on est trop amoureux d'elle, on veut tout son bien, que son bien. Et puis le jour où elle se comporte exactement comme nous, on n'avait pas l'image de cette personne, ça ne Hmm. convient plus. Et c'est là qu'on dit, oh non, c'est parce que c'est elle qui a fait ça, c'est pas dans mon système de valeurs, ça ne me convient plus. Donc voilà, je pense que mais finalement, c'est paradoxal, malgré toutes les explorations, les expériences, mais je crois que les plus grands effets d'apprentissage restent ceux qui me concernent en termes d'affection personnelle, et souvent, ça reste dans les relations humaines, qu'on le veuille ou non, quoi. Ouais, bah oui, qui sont un excellent terrain de terrain de jeu, on va dire comme ça. C'est clair. Moi, je trouve aussi que les relations humaines, notamment les relations amoureuses, sont juste un terrain de jeu incroyable pour évoluer, quoi. Et aujourd'hui, moi, tu vois, je le vois vraiment comme ça. Euh, je sais pas toi comment tu vois les choses liées enfin, sur ce sujet, tu vois, mais moi, je me le dis, et c'est récent. C'est-à-dire que c'est vraiment, on va dire, je pourrais même pas donner une date, mais c'est très récent, cette façon-là, pour moi, de voir les choses et de voir chaque épreuve de la vie comme un moyen tu vois, un moyen, en fait, vraiment, d'évoluer et d'apprendre quelque chose, même si, sur le coup, il faut le dire, c'est chiant. C'est chiant et oh, et ça fait mal, et dans tout ton corps, ça fait ah! Voilà, en tout cas, me concernant, je vis les choses comme ça. Mais Oui, certainement que aussi. voilà, mais en tout cas, ouais, chaque épreuve et chaque relation humaine, oui, qu'elle soit amicale ou amoureuse, tu me diras, t'amène à. En fait, on est là pour ça, quoi. Je pense les humains, tu vois, tous, Ok. on se fait grandir mutuellement et et je trouve ça beau, même si par moments ça fait mal, mais ça vient vraiment te montrer, te révéler des choses sur toi-même. J'en profite parce que là, tu me tends trop la perche, mais c'est un truc qui a été très Vas-y. important pour moi dans le dernier voyage que j'ai vécu. J'ai passé beaucoup de temps, donc comme je le disais, dans des monastères, dans des milieux, dans des communautés bouddhistes où on passe du temps avec des gens, des bouddhistes Ouais. pour le coup. Et il y a un truc qui m'a frappé, et ça part du point de départ justement de qu'est-ce que la vie. Un truc qui m'a frappé, c'est que encore une fois, un peu dans le même genre d'effet d'apprentissage, relations transactionnelles professionnellement et relations de dons
j'ai pu voir au Mexique, que j'ai pu expérimenter au Mexique. De la même manière, je me suis dit, en fait, euh, si tu veux, en arrivant, je me suis dit, c'est fou comme les relations entre les gens sont simples et soutenantes. En fait, c'est la sensation que j'avais. C'était vraiment, j'avais une sensation de soutien permanent. Et donc j'ai cherché un petit peu pourquoi. Je me suis dit mais comment ça se fait? Comment expliquer cette différence encore une fois avec par exemple nos sociétés à nous qui sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus mécaniques, tu sais, où finalement je pense que c'est aussi le sens de la question que les gens se posent. Quand je suis dans une structure, je fais les choses parce que la structure me demande de le faire. C'est très mécanique en fait comme fonctionnement, Ouais. pas vraiment organique. Et donc je me suis dit comment ça se fait finalement. Enfin, quelle est la différence? Et en fait, à mes yeux, c'est une différence encore une fois de perception de ce qu'est la vie. Chez les bouddhistes, la vie est souffrance. C'est l'enseignement du Bouddha. Donc, comme la vie est souffrance, par nature, on a tout intérêt à se soutenir les uns les autres. On a tous intérêt à être Hmm. des amis dans la quête du bien-être, finalement. Et on n'a rien à cacher. On sait que c'est souffrance. Donc, comme on sait que c'est souffrance, on n'a pas à se cacher de l'autre en disant, ah, faut surtout pas qu'il voit ma petite souffrance personnelle, sinon il va me démasquer, comment je vais faire, etc. Et je pense que c'est la grosse différence. Et je me suis jamais Ah. senti aussi soutenu par une communauté humaine que dans ces moments-là. Hmm. Quand tu parles de se cacher et tout ça, est-ce que la vulnérabilité fait partie du coup de... Ouais. 100%. Je dirais même que, alors pour le coup, c'est un peu une prise de position de ma part, c'est-à-dire que c'est la sensation que j'ai. Je dirais même que celui qui fait toujours le premier pas de la vulnérabilité, pardon, d'un point de vue bouddhiste, je dirais que c'est celui qui prend la responsabilité Hmm. d'être ce qu'il est vraiment face à des, face à des gens qui ne l'incarnent pas. Donc il en faut toujours un, comme de la même manière que pour moi le don c'est la fondation de toute action égoïste, il en faut toujours un qui doit prendre la responsabilité à un moment donné, de dire bah je vais simplifier la relation, je vais me comporter juste tel que je suis et non pas tel que c'est plus facile pour moi de me comporter, parce que si je Hmm. me comporte de manière égoïste, je serai pas blessé face à un comportement d'un autre individu. Ça c'est les comportements classiques de d'autodéfense qu'on voit, hein. Et c'est important de pouvoir poser ces barrières aussi. Là, je suis pas en train de remettre en cause ça, mais je pense qu'à chaque instant de notre vie, il y a un moment où on doit prendre cette responsabilité, prendre ce risque, entre guillemets, si je parle comme ça, de tendre une main. En fait, tu tends une main quand tu es vulnérable. Hmm. Complètement. Complètement. Et j'en arrive à petit à petit à mes dernières questions. C'est trop intéressant cette discussion. Merci beaucoup. Euh, Tu parles justement de souffrance, etc. Il y a une question que j'aime bien poser à mes invités qui est, c'est quoi ta plus grande peur? Et j'ai envie de te demander, oui, quelle est ta plus grande peur et il y a un lien avec l'état de souffrance, je pense. Euh, ouais, c'est quoi ta plus grande peur? Je vais juste la poser simplement comme ça. Ouais, j'avoue, elle me prend au dépourvu parce que je sais même pas si j'ai une réponse très concrète sur ça. J'en ai évidemment, hein. Il y a des choses de La première contexte, chose je qui te vient. pense. La première chose qui me vient, je pense que ça va paraître un peu bateau, mais je pense que je suis encore assez attaché à ma famille pour savoir que je serais plus affecté s'il arrivait quelque chose à mes proches que d'autres gens. Ce qui est un travail personnel, parce que d'un point de vue bouddhiste, ce sont des êtres sensibles dans tous les cas. Mais je pense quand même que si je me connecte justement à cette peur, donc forcément à ce que j'ai faussement construit d'égotique en moi finalement, mes attachements, mes aversions, etc. Je dirais quand même que j'ai ce lien encore avec ma famille, ce qui est très bien. Je leur mets pas en cause et de toute façon après c'est moi d'investigation personnelle. C'est pas quelque chose que je voudrais changer, tu vois. C'est pas quelque chose que je pense que ça apporte son lot de bénéfices pour le coup, tu vois. On prend souvent l'exemple, dans le bouddhisme, on a souvent pris l'exemple de la mère qui a de la compassion, un peu plus de compassion pour son fils que pour d'autres enfants, parce qu'elle a besoin de le donner pour le développement personnel de son enfant, tu vois. Bon, ça, c'est des points sur lesquels j'ai changé, tu vois, typiquement. Je me suis dit, bon, bah oui, de source évidente, j'ai des connexions dans cette vie avec certaines personnes plus que d'autres. Donc, si, encore une fois, je devais me connecter à quelque chose qui me toucherait dans le cœur fort et une espèce de crainte, une espèce de peur, c'est forcément lié à mes yeux à ces connexions là. Et je pense tout de suite à ma famille. Hmm.
Ouais, l'attachement, le détachement, ça fait partie aussi de tes enseignements, de tes apprentissages. Bah oui, et c'est marrant parce que je l'ai pas du tout trouvé au niveau auquel je le pensais. C'est-à-dire que nous, encore une fois, nous on a une philosophie absolue des choses. C'est-à-dire que soit on doit être que attaché, soit on doit être que détaché, ce qui n'a aucun sens en soi. C'est pareil, c'est tout est Mm. contextuel, c'est en rapport à quelque chose. Donc Oui. c'est pas être détaché de tout, être attaché de tout. Même si précisément la notion de détachement, c'est du détachement des choses qui sont superficielles ou illusoires d'un point de vue bouddhiste, qui nous permettent d'appréhender la vie d'une manière plus réaliste que l'illusion par laquelle on la voit. Mm. Donc c'est, pour moi, la notion, tu vois, je fais le lien avec le résultat, pour moi, la notion de détachement, c'est pas juste pour dire, oh, regardez, trop stylé, j'ai réussi à me détacher des relations que j'avais. C'est plutôt une notion de dire, en me détachant, j'arrive à voir la vie plus telle qu'elle est réellement, plus que dans l'illusion qui était la mienne, Mm. d'espérer, de croire des choses qui n'ont pas de sens, tangibles. Mm. Ouais, ouais. Oui, puis tu vois, moi, pendant un moment, je sais que j'avais du mal avec cette notion de détachement et je comprenais pas. Et tu vois, j'en entendais parler de par mes mentors et tout. Et je me disais, ouais, le détachement, c'est dur, le détachement. Et aujourd'hui, je comprends, comme tu le dis si bien, et c'est quelque chose qu'on a déjà partagé aussi avec d'autres invités, que la vie, c'est un et, c'est pas un ou, tu vois. Et tu peux à la fois c'est pas tout noir ou tout blanc. Et tu vois, tu navigues comme ça en permanence et tu peux très bien aussi être euh, détaché et aimer euh, une personne, par exemple. Détachement Complètement. ne veut pas dire, tu vois, où on s'en fout et où là tu remets une couche je me remets une couche protectrice, tu vois. Non, mais Tout à moi, fait. hein, de toute façon, ça c'est non, 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 et je suis complètement détachée de trucs. Je trouve que la beauté, euh, et moi, ça m'a apporté une vraie paix, ça, une paix intérieure, vraiment, ça m'a apaisée de me dire, en fait, bah, tu vois, tu peux, par exemple, te arrêter une amitié, alors que tu as passé d'excellents moments avec cette personne et que cette personne a partagé ton chemin pendant et c'était super, mais en fait là aujourd'hui euh, on prend des chemins différents et c'est ok en fait. Et c'est et pour moi le détachement il arrive à ce moment-là en se disant le fameux ouais c'est ok en fait. Et euh, et c'était génial et merci et je te souhaite de continuer voilà sur ton chemin et je te souhaite voilà, de tout le bonheur et l'épanouissement et que je me souhaite à moi aussi et c'est tout. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé difficile euh, et qui peut faire encore un peu mal, tu vois, quand même par moment. Mais en fait, je parle de relation amicale, mais ça marche aussi avec l'argent. Parce que l'argent, c'est aussi c'est une relation qu'on entretient avec une chose. Et, euh, et cette notion de détachement aussi, moi, m'a apporté beaucoup par rapport à l'argent. Et ça veut pas dire que je m'en fous complètement de l'argent et j'ai pas besoin de l'argent même discours en fait. C'est exactement la même chose. C'est cette notion de OK, tu es là, tu es pas là, tu es pas là. C'est pas, je sais en fait, je suis ancrée, je sais qui je suis et mon chemin où il est et en fait voilà. C'est... Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Je suis absolument tout à fait d'accord. C'est marrant parce que ce que tu dis, donc évidemment, un peu dans le même esprit que ce que je disais, les choses, notamment les objets extérieurs, ne sont jamais une, Ouais, un adjectif en soi. Ils sont jamais quelque chose en soi. Ils sont toujours quelque chose en rapport à la oui. perception qu'on en a, en rapport au nom qu'on leur donne, etc., etc. Le point dont tu me parles, c'est un point très, 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 très important sur le chemin bouddhiste, typiquement parce que on parle de la vraie renonciation. En fait, et ça pourrait s'apparenter à ce que tu viens de dire, avec des mots de contexte dans des relations. La vraie renonciation, c'est faire le vœu de renoncer pour de vrai à la souffrance. Je vais le dire avec des mots de contexte, encore une fois, pour que ça puisse parler à tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que j'ai une grosse voiture ou que j'ai pas de grosse voiture, je suis pas plus malheureux.
C'est ça la Mm. vraie renonciation. C'est peu importe les conditions de l'existence, mon état de sérénité, mon état de quiétude restera le même. Donc si j'ai une relation amoureuse, sentimentale à ce moment-là, c'est très bien. Et si je peux apporter des bénéfices à cette personne, c'est encore mieux. Si la relation, pour les raisons et les facteurs X ou Y qui nous dépassent de très loin d'ailleurs, euh, fait que cette relation s'arrête et que c'est plus bénéfique qu'elle s'arrête, alors elle s'arrête. Mm. Ça ne m'empêchera pas de ressentir de l'amour bienveillant pour cette personne, de la compassion. Voilà. Je lui souhaite, comme tu l'as très bien dit, je lui souhaite le meilleur dans la vie qui lui sera bénéfique. Mm. Et ça demande aussi, je trouve, encore une fois, on revient à soi et à aussi la connaissance de soi et de moi vraiment ça m'a demandé, tu vois, j'aurais pas pu euh, comment j'aurais pas pu tenir enfin avoir ce discours-là aujourd'hui et ressentir ça aujourd'hui. Enfin, j'aurais pas pu ressentir ça il y a de ça quelques années. Ça a mis du temps. Et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est, comme je disais hier à une amie, de remplir mon vase d'amour de moi. Tu vois, genre, et ça se fait vraiment, bah, jour après jour, quoi. Jour après jour. Et de te dire, en fait, comprenez pas non plus toutes ces phrases de plus tu apprends à t'aimer et plus tu aimes les autres. Mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que plus tu apprends bah, à te connaître et à t'honorer, à te respecter, euh, à- ça vient avec ben, savoir poser des limites, savoir ce qui est bon pour toi, savoir ce que tu laisses entrer ou non dans ta vie et tout ça. Et du coup, de dire très naturellement, avant même que ton verre soit ton verre de, on va dire, de ressentiment et d'émotions comme ça euh, difficiles, on va dire, soit rempli et de juste faire les choses, encore une fois, se rendre la vie plus simple. Moi, ça me rend vraiment la vie plus simple, tout ça. Ouais. Ouais, ça, je suis complètement. Je rebondis très vite fait. J'ai pas beaucoup à ajouter. Mais en effet, faut vraiment bien comprendre que peut-être qu'il y a des gens aussi qui nous écoutent d'ailleurs, qui pensent que le bouddhisme c'est le monde parfait, que tout est gentil, que tout le monde c'est les fleurs bleues, etc. C'est pas du tout le cas, hein. Faut vraiment comprendre que c'est une compréhension parfaite, précise, très précise de la nature de la réalité. Donc la compassion, par exemple, elle ne va pas se manifester de la même manière pour deux individus. Il y a des individus avec qui la compassion va se manifester dans des situations très précises, par un contact physique, par exemple, ou par une présence, etc. Il y a des gens pour qui la porte de toute façon de l'échange compassion n'est pas ouverte, tu vois. Donc c'est Mm. une compréhension très lucide finalement de aussi de ce qu'on peut apporter à notre environnement et aux individus autour de nous. Ce que je veux dire, et je rebondis sur ce que toi t'as dit, je fais le lien, c'est que poser ces barrières, c'est aussi important. Si à un moment Mm. donné, on sent qu'on n'a pas les capacités justement d'aider ou d'apporter de la compassion à un être, c'est important de dire, bah là, non, je vais pas te blesser, mais je peux pas t'apporter. J'ai pas cette capacité. Comme tu disais, le vase est trop rempli et j'ai besoin justement d'évacuer un petit peu de ces poisons, on appelle ça des poisons mentaux, de ces Mm. poisons mentaux qui sont partout dans mon esprit, quoi. Mm. C'est intéressant que tu le nommes enfin que tu le verbalises de ce point de vue-là, de dire c'est moi qui dis ben je n'ai pas les capacités de parce que dans la vie de tous les jours il y a beaucoup de tu et c'est de ta faute et nanana et du coup tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais, complètement. Oui, je sais pas si tu me poses la question comment tu fais pour passer de c'est de ta faute à je prends la responsabilité d'eux, c'est la question. Vas-y. Bah, c'est pas facile. Pour moi, c'est un chemin de vie permanent. Euh, c'est un chemin de vie et de réflexion, et puis c'est une réflexion permanente aussi, surtout face au contexte et à la situation. Mais c'est toujours me rappeler, tu vois, dans ce même rapport que je disais, cause-conséquence, donc le lien causal entre le processus et le résultat, bah, c'est toujours la même chose. En tant que bouddhiste, tu vas dire, je veux être la cause de la conséquence bonheur pour la personne en face de moi, ou la Mhm. conséquence cessation de la souffrance. Donc si je peux être la cause,
direct par un acte, par exemple, ou une parole de compassion, je vais le faire. Si je n'en ai pas les capacités, c'est un jugement très lucide sur ce qui est en train de se jouer. Et donc, je vais pas faire plus de mal juste parce que je veux m'obliger à avoir un acte que de toute façon je ne peux donner, dans tous les cas. Ouais. Je sais pas si ça répond à la Non, mais non-question que tu m'as pas posée c'est d'ailleurs. non, mais c'est toujours intéressant et, euh, et c'est marrant d'observer parce que toi tu parles du coup d'un point de vue de tes enseignements Mm. euh, bouddhistes et moi je précise je suis attachée à voilà à aucune religion mais toutefois à l'aspect spirituel oui très fortement et voilà après on l'appelle enfin on l'appelle comme on veut mais c'est intéressant du coup de voir que du coup enfin de le bouddhisme qui est une religion où tu en tires voilà cette spiritualité qui est applicable tu vois je trouve voilà à tout dans la vie. Très applicable. C'est ça, Mm. je pense si je, pour faire un peu le lien avec ce que tu dis, je pense que c'est ça aussi qui m'a parlé dans cette philosophie. J'ai pas de Mm. problème à ce qu'on l'appelle religion non plus, ça me dérange pas. Mais c'est ça qui m'a parlé dans cette philosophie, c'est que c'est encore une fois, un constat très lucide par investigation personnelle des mécanismes de l'esprit qui est applicable directement dans la vie de tous les jours. Ouais. Euh, je peux peut-être préciser ça aussi, qui a été important dans mon cheminement, parce que moi, je viens d'une famille qui n'est pas non plus croyante. Ok. Donc, dans mon cheminement, un truc très important, c'est que je suis entré dans cette voie bouddhiste. Donc, on appelle ça dans le bouddhisme, on appelle ça rencontrer le dharma. Donc, j'ai rencontré le dharma par la voie du débat, qui est une voie très, très, très particulière dans le bouddhisme, puisque la plupart du temps, les gens, ils vont faire une retraite vipassana, par exemple, où ils vont Mm. méditer pendant 10 jours, où ils reçoivent des enseignements pendant une semaine dans un monastère, bon, des choses que j'ai pu faire ensuite, mais j'ai pas commencé par ça. Et ça a été très important pour moi parce que le débat, par sa méthodologie, c'est encore une fois une manière en fait de raisonner. Donc c'est-à-dire que le but c'est pas de dire je pose un acte de foi et je crois, c'est de raisonner à travers ses propres euh, chemins neuronaux pour arriver à une conclusion logique. Et si, je vais pas dire si acte de foi, mais si ensuite le bouddhisme dans tous ses aspects correspond à tes attentes, et je pourrais presque dire euh, et continue à raisonner mais au sens raison, continue à raisonner, bon bah c'est tant mieux pour ceux qui continuent de pratiquer, et à titre personnel, c'est mon cas. Mm. Ouais. Eh ben, intéressant tout ça. Merci beaucoup pour tous ces partages. On a navigué, tu vois, comme ça, dans différents sujets. C'est ça qui fait la richesse. Enfin, moi, j'aime bien, voilà, voilà, d'enregistrer. Souvent, ce que je te partageais la dernière fois, c'est que souvent, j'ai des discussions comme ça avec des personnes et je me dis, mais ça, il faut que j'aurais bien aimé l'enregistrer, quoi. Mm. Déjà, moi, pour pouvoir le réécouter et puis, bah, pour pouvoir partager aux gens. Et donc, je suis très contente voilà, qu'il y ait cet échange et tous ces sujets ultra intéressants de la vie, en fait, qu'on couvre aujourd'hui. Euh, on va arriver à la fin de, de cet épisode. Et il y a une question que j'adore poser aussi et voilà, qui est un peu, qui est commune, en fait, à tous mes épisodes et qui est une question qui est importante pour moi. Parce que comme on le disait, c'est pas tout blanc ou tout noir. Euh, et moi, il y a une question qui me touche beaucoup et qui me ramène souvent à la vie. C'est, Mhm. quand tu quitteras ce monde, euh, qu'est-ce que t'aimerais, en fait, ouais, qu'on te dise de toi? Qu'est-ce que t'aimerais laisser Ok. comme souvenir? Et voilà, je te la Hmm. pose. Ouais. Ok. Hmm. Alors, je sais pas si je l'ai pris sous cet angle-là, la question. Je me suis pas dit, j'aimerais qu'on me dise ça de moi quand moi je Hmm. serais parti. J'ai Laisser comme matérialisé souvenir, si tu veux.
j'allais dire, j'ai matérialisé très clairement le souhait que j'avais dans les années qui me resteraient jusqu'à, en effet, au moment où je quitterai ce monde. Et pour moi, encore une fois, la boussole est très claire. Donc, si je prends ta question, de toute façon, c'est, j'aimerais, je pense, laisser cette image-là. Je veux dire, c'est pas un truc, je veux dire, je serais pas malheureux si j'ai pas cette image-là dans la tête des gens. Je serais malheureux si moi, je ne vivais pas ce processus-là, ça c'est certain. Mais il y a des points sur lesquels c'est très clair. Je sais que je veux passer du temps de vie et de l'énergie de vie et mettre de l'énergie de vie dans ces sujets. C'est très clairement le fait déjà de. C'est la raison d'ailleurs de mon retour, parce que là je suis rentré de mon voyage, pour un peu ce contexte. Je suis rentré de mon voyage, je suis rentré chez mes parents, je vois mes parents, je vois ma famille, etc. Et un des points, une des raisons au cœur pour laquelle je suis rentré, c'était que j'estimais qu'à un moment donné, je devais repayer ma dette. Je l'ai dit comme ça. Repayer ma dette à des gens qui m'avaient apporté tout, pour pas dire autre chose, qui m'avaient apporté tout pour que je puisse vivre la vie que j'ai vécue et la chance justement de pouvoir en donner quelques aspects justement dans ce podcast. Ça tient toujours, je le dis, sur des actes altruistes, qu'on le veuille ou non, à commencer par nos propres parents, qui nous donnent tout sans compter parce qu'on est leur enfant et que voilà. Donc j'ai estimé qu'à un moment donné, j'avais une espèce de dette à repayer, pas un truc lourd, tu vois, que je porte sur les épaules, mais une vraie envie voilà, d'être très reconnaissant et de pouvoir donner en échange aussi tout ce que j'ai pu recevoir. Et je pense que les deux autres aspects concernent, à mes yeux, la voie spirituelle, puisque je veux allier dans ma vie les deux importants, les deux fondamentaux du bouddhisme, c'est-à-dire la sagesse, donc la compréhension, et la compassion. Et les deux, ils se tapent dans la main comme ça, puisqu'ils sont indispensables l'un à l'autre pour justement, alors aller vers l'éveil. Je sais pas si je fais ce souhait jusqu'à là, mais dans ma vie, la direction est celle-là, c'est sûr et certain. Hmm. Sans t'attacher au comment, Alors, ou tu le sais sur la, déjà. ouais, je pense qu'en fait je le vis déjà. Sur la Hmm. manifestation, c'est-à-dire sur les comment je suis en train de le réaliser, j'en ai pas parlé, mais donc j'ai créé une association il y a 3 ans. Et l'association, elle a pour objet de préparer mentalement des volontaires, notamment des jeunes, à partir dans des missions humanitaires, solidaires et de préservation de l'environnement. Je l'ai pas dit, mais c'est aussi une des grosses raisons pour laquelle j'étais beaucoup en exploration en voyage, parce qu'on cherchait aussi je cherchais en tant que fondateur de cette association des partenaires qui Hmm. correspondent justement à ces 3 missions-là, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Et donc à travers cette mission, je sais que je vais pouvoir beaucoup me réaliser de ce point de vue-là. Je vais donner un exemple très concret. Là, avec l'association, on est en train de préparer, avec un volontaire, on est en train de préparer une mission humanitaire médicale au Cameroun. Donc ça, une mission humanitaire, je veux dire, je peux pas faire mieux en termes de dons, en termes d'altruisme, en termes de compassion, en termes aussi de constat de la souffrance réelle vécue Hmm. par des individus. Je veux dire, on est, à mes yeux, dans des manifestations parfaites de ce qui va me permettre, d'une manière ou d'une autre, de suivre mon cheminement. Hmm. Ok. Mais on mettra justement dans le descriptif de l'épisode tout ce qu'il faut aussi concernant l'association. On ne sait jamais. Si tu recherches des personnes et que voilà, ça match avec des personnes qui nous écoutent et qui recherchent elles aussi voilà, du sens. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi les personnes qui écoutent Feu intérieur. Euh, Est-ce que il y a une dernière chose que tu voudrais ajouter pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent? Je vais tout simplement te remercier encore de m'avoir invité pour la parfaite tenue aussi de nos échanges. Ils correspondent tout à fait à l'idée que je m'en faisais. Et puis j'espère vraiment de tout mon cœur que ce qu'on a dit, nos échanges seront bénéfiques à ceux qui nous ont écoutés ou regardés. En tout cas, c'est lancé quelque part. Et voilà, et ça atterrira dans les oreilles et dans le cœur de personnes. Voilà. Et ce sera très juste. Voilà. Ben, merci beaucoup à toi aussi d'avoir accepté de partager ce moment avec moi et de répondre à mes questions. Et puis à une prochaine peut-être. Avec grand plaisir. Parce que je sais on pourrait continuer pendant 5 heures. Hein? Ouais, probablement. Voilà. Tellement de sujets. Merci beaucoup, Lucas. Salut Julie.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine et n'oublie pas que, au pire, ça marche.